Ma mère pensait pouvoir remplacer mon père par son nouveau compagnon inquiétant et me faire l'appeler « papa », mais elle ne savait pas que je gardais encore le contact avec mon vrai père. J'avais 13 ans lorsque ma mère s'est fiancée à Brandon. Mon père avait été condamné pour homicide involontaire 5 mois plus tôt. Il avait appelé quelqu'un dans un bar, mais il ne buvait même pas. J'étais avec lui. Il est allé aux toilettes, puis il est revenu quelques minutes plus tard, l'air paniqué et couvert de sang. Il a crié pour que quelqu'un appelle la police. Ils sont arrivés rapidement, mais sans dire grand-chose, ils lui ont mis les menottes et l'ont emmené. La fois suivante où je l'ai vu, c'était derrière des barreaux. Cela n'a jamais eu beaucoup de sens. Papa n'avait jamais été violent. Il a juré qu'il n'avait rien fait. Et la manière dont maman s'est comportée après sa condamnation m'a rendue encore plus méfiante. Elle a immédiatement ramené Brandon à la maison. Le premier jour, elle m'a dit que c'était mon nouveau père, que l'autre était un monstre, et que je devais m'éloigner de lui pour ma propre sécurité. Je ne savais pas trop quoi penser au début. Mais lorsque, 5 mois plus tard, ma mère m'a annoncé qu'ils étaient fiancés et que je devais commencer à appeler Brandon « papa », j'ai été presque certaine de l'innocence de mon père. C'est aussi à cette période que tout a commencé. Brandon a pris ses aises. Il a commencé à me fixer pendant les repas, en disant lentement des choses comme « tu grandis si vite » ou « tu deviens une bien jolie jeune fille ». Le pire, c'est que ma mère trouvait cela attendrissant. Même quand je lui ai dit pour la première fois que Brandon me mettait mal à l'aise, elle m'a répondu que j'exagérais. Mais elle a dû lui en parler, car cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, Brandon est entré dans ma chambre. Il m'a attrapé le poignet si fort qu'il en a laissé des marques et il a dit « Tu sais ce qui arrive aux filles qui parlent trop, n'est-ce pas ?» J'étais terrifiée, mais je savais que je ne pouvais pas faire confiance à ma mère. Alors j'ai gardé le silence. J'ai aussi commencé à garder un autre secret. À cette époque, j'ai commencé à écrire des lettres à mon père. Je les cachais entre les pages de mes manuels et je les postais depuis la maison d'une amie après les cours. Papa me répondait via le système de messagerie électronique de la prison, sur un compte que j'avais créé sans que maman le sache. Mais un jeudi en particulier, tout a basculé. Je suis rentrée de l'école et j'ai découvert que ma mère avait changé mon nom de famille dans tous les dossiers scolaires pour y mettre celui de Brandon, sans me prévenir. Ce soir-là, elle m'a dit « Tu me remercieras plus tard ». Brandon est venu dans ma chambre pour fêter cela. Il s'est assis sur mon lit, a posé sa main sur ma cuisse et a dit que je devrais être reconnaissante d'avoir un père qui se soucie de moi. Je l'ai repoussé et je me suis enfermée dans la salle de bain jusqu'à ce qu'il parte. Je me souviens avoir écrit à papa à propos de cet incident. La lettre qu'il m'a envoyée en retour était sur du vrai papier cette fois. Certaines parties étaient humides et translucides, comme si des larmes y étaient tombées. Cela m'a presque brisée, mais heureusement, il y avait une chose à laquelle je me raccrochais, la possibilité de le voir. Son anniversaire approchait, et je me souviens avoir demandé à maman avec enthousiasme si je pouvais lui rendre visite. Je lui ai dit que je savais qu'elle ne l'aimait pas, mais que c'était son anniversaire aujourd'hui, et que ce serait juste pour quelques minutes, s'il te plaît. Bien sûr, elle m'a dit non. En réalité, ce qu'elle m'a dit était encore pire. Elle a expliqué que nous ne pouvions pas y aller car, par pur hasard, Brandon avait des billets pour un salon de l'automobile ce même week-end, et qu'il s'attendait à ce que nous y allions tous ensemble. Il avait même expressément demandé que nous ayons des chambres communicantes à l'hôtel. Quand je leur ai dit que je préférais aller voir papa, maman a explosé, c'est un assassin. Tu ne vas pas rendre visite à un meurtrier? Quand j'ai répondu qu'il était innocent et qu'il restait mon père, Brandon m'a giflé en pleine figure pendant que maman regardait sans un mot. J'ai été contrainte d'y aller avec eux ce week-end-là. Et pendant que je dormais, le pire est arrivé. Brandon s'est introduit dans ma chambre. Il était ivre. Et cette fois, il ne s'est pas contenté de me toucher la cuisse. Sa main est allée plus loin. Je ne m'étais jamais sentie aussi salie et humiliée. Je me souviens être rentrée complètement brisée. Et pour aggraver encore la situation, la semaine de notre retour, ma mère a découvert les lettres que je cachais de papa. Elle les a brûlées dans le jardin. En guise de punition pour avoir communiqué avec lui, elle a enlevé la porte de ma chambre, officiellement pour pouvoir me surveiller. Évidemment, Brandon en a profité. Il restait debout dans l'embrasure de la porte, la nuit, me regardant dormir. Je me souviens que ce fut mon véritable point de rupture. Le lendemain,
Je me suis glissée dans la bibliothèque de l'école après la fermeture, et j'ai envoyé un long mail à mon père. Je pense que je lui ai écrit pendant 1 heure, en déversant tout sans ordre ni logique. Je ne savais même pas ce que j'attendais, ni même si j'attendais quoi que ce soit. J'étais totalement engourdie. Mais 2 semaines plus tard, j'ai reçu une réponse. Elle était longue, très longue. Il me disait tout ce que j'avais besoin d'entendre, que tout allait s'arranger. Mais une phrase a attiré mon attention. Il m'avait dit de vérifier l'endroit où il mentionnait être confus. Alors j'ai relu tous les messages qu'il m'avait envoyés. Et c'est là que je l'ai trouvé. Dans l'un des mails récents, papa m'avait dit d'aller dans le grenier, derrière le radiateur. Je me souviens avoir lu ce mail le lendemain du jour où j'avais demandé à maman si je pouvais aller lui rendre visite. J'étais probablement trop bouleversée pour le lire attentivement et j'avais dû passer ce passage. Peu importe. J'ai mémorisé ce que papa avait écrit et j'ai attendu que maman et Brandon sortent ensemble la semaine suivante. Mes mains tremblaient alors que je montais dans le grenier avec une lampe torche. Derrière le radiateur, j'ai trouvé un journal enveloppé dans du plastique. Je l'ai ouvert à la page que papa m'avait indiquée. Elle était datée de quelques semaines avant son arrestation, et, dans son écriture, il était écrit « Cela fait quelques semaines que j'ai surpris Lorraine et Brandon se retrouvant discrètement dans le bar. Je ne sais pas comment lui faire face. J'étais bouleversée. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu le bruit d'une voiture se garer dans l'allée. Mon sang s'est glacé. Ils étaient de retour plus tôt. Le restaurant avait peut-être été bondé, ou bien ils s'étaient disputés. J'entendais les portières claquer, les talons de maman résonner sur le chemin. Mon cœur battait à tout rompre alors que je serrais le journal contre ma poitrine, sachant que je n'avais que quelques secondes pour agir. J'ai entendu les pas lourds de Brandon monter les escaliers. Chaque grincement du vieux bois me faisait sursauter. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber la lampe. Le faisceau vacillait sur les planches poussiéreuses. J'ai glissé le journal sous mon t-shirt, la couverture en cuir glacé contre ma peau, et je me suis précipitée vers l'ouverture du grenier. Mais j'étais trop lente. La tête de Brandon est apparue dans l'ouverture au moment où j'atteignais l'échelle. Ses yeux sombres ont immédiatement croisé les miens. Il m'a regardé longuement, son expression indéchiffrable dans la pénombre. Puis il a monté le reste du passage, ses épaules à peine capables de passer. Je me suis plaquée contre le mur, sentant le bois rugueux dans mon dos, le journal pressé contre mon ventre sous mon t-shirt. Il a observé le grenier lentement, délibérément, scrutant la poussière flottante, les boîtes déplacées près du radiateur, là où j'avais trouvé les affaires cachées de papa. Il m'a demandé ce que je faisais là-haut, sa voix calme mais avec une tension glaciale qui me faisait frissonner. Je lui ai dit que je cherchais mes vieilles peluches d'enfance, essayant de garder une voix stable. Il ne m'a pas cru. Je l'ai vu à la manière dont sa mâchoire s'est crispée, à ses mains qui se sont contractées le long de son corps. Il a fait un pas vers moi, et j'ai senti son haleine imprégnée de vin du dîner, mêlée à son eau de toilette que maman disait chère mais qui m'avait toujours donné la nausée. Il m'a dit que j'étais une piètre menteuse, comme mon père. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Il m'a attrapé par le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma chair jusqu'à me faire mal, et m'a tiré vers l'échelle. J'ai dû utiliser mon autre main pour empêcher le journal de tomber dessous mon t-shirt, le maintenant fermement contre moi. Maman m'attendait en bas de l'échelle, les bras croisés et le pied tapant le sol avec impatience. Elle avait l'air agacée et m'a demandé pourquoi je rôdais comme une voleuse dans ma propre maison. Brandon lui a dit que je cachais probablement quelque chose, sa main serrant toujours mon bras comme s'il me possédait. Il a proposé qu'il fouille ma chambre, et j'ai vu briller une lueur inquiétante dans son regard. J'ai paniqué et j'ai dit que je cherchais juste mon vieil ours en peluche, parce que je n'arrivais pas à dormir sans ma porte. Les mots se sont précipités hors de ma bouche, trop vite, trop désespérés. Maman a levé les yeux au ciel mais a semblé y croire, probablement parce qu'elle était fatiguée et qu'elle ne voulait pas plus d'histoire. Cette nuit-là, j'ai attendu d'entendre leur ronflement. Celui de Brandon, grave et lourd, se mêlait à la respiration plus douce de maman. La maison s'est installée dans ses grincements nocturnes alors que je cachais prudemment le journal dans la tête de mon oreiller, sentant les coins rigides contre ma joue quand je me suis allongée. Je ne pouvais pas risquer de lire davantage, Brandon venait vérifier sur moi toutes les heures. Son ombre apparaissait dans l'encadrement de la porte, comme une horloge infernale. Le lendemain matin, c'était samedi. Maman a fait des crêpes comme si de rien n'était, chantonnant faux sur une chanson à la radio.
Cette normalité me retournait l'estomac. Brandon n'a pas cessé de me fixer à travers la table, ses yeux suivant chacun de mes mouvements pendant que je faisais semblant de manger. Je me suis excusée pour aller aux toilettes, emportant le journal avec moi. Je l'ai caché dans le réservoir des WC, enveloppé dans un sac plastique trouvé sous l'évier. L'eau était froide sur mes bras pendant que je le glissais prudemment à l'intérieur. Le lundi à l'école, je me suis faufilée dans la salle informatique pendant la pause déjeuner, disant à mes amis que je devais finir un devoir. La pièce était vide, à part le bourdonnement des vieux ordinateurs et le tic-tac de l'horloge murale. J'ai commencé à prendre des photos de chaque page du journal avec mon téléphone, ajustant l'angle pour éviter les reflets des néons. Mes mains tremblaient encore, rendant certaines photos floues. Les entrées remontaient à plusieurs années. L'écriture familière de papa devenait de plus en plus nerveuse au fil du temps. Il écrivait ses soupçons, mentionnait avoir vu la voiture de Brandon à des heures étranges, garée au bout de la rue, et notait que maman se comportait de façon distante et étrange. Une entrée racontait qu'il avait trouvé un reçu de motel dans le sac de maman en cherchant un chewing-gum. Une autre parlait de Brandon qui venait au bar pendant les heures de travail de papa, toujours assis dans un coin, à l'observer, comme un prédateur scrutant sa proie. J'ai tout téléchargé sur un compte cloud que j'avais créé sous un faux nom, le cœur battant pendant que la barre de progression se remplissait lentement. Puis j'ai supprimé les photos de mon téléphone, vérifiant 2 fois qu'elles avaient bien disparu. Je savais que Brandon pourrait vérifier, il fouillait de plus en plus dans mes affaires. Quand je suis rentrée ce jour-là, il m'attendait dans ma chambre, assis sur mon lit comme s'il en était le propriétaire. Il avait tout fouillé. Mes tiroirs étaient vidés, des vêtements éparpillés au sol comme des feuilles mortes, le matelas renversé, le sommier exposé, même ma vieille boîte à bijoux était vide. Collier bon marché et bracelet d'amitié emmêlés. Il m'a demandé où c'était, sa voix dangereusement calme. J'ai fait semblant de ne pas comprendre, lui demandant de quoi il parlait, tentant de paraître confuse au lieu d'effrayée. Il m'a attrapée par les épaules et m'a secouée violemment, mes dents claquant l'une contre l'autre. Il a dit qu'il savait que j'avais trouvé quelque chose dans le grenier, qu'il n'était pas idiot. Maman est rentrée à ce moment-là, ses clés tintant alors qu'elle criait bonjour. Elle a demandé ce qui se passait en découvrant le chaos de ma chambre, les sourcils levés. Brandon a menti sans sourciller, changeant complètement d'attitude en 1 seconde. Il a dit qu'il m'aidait à ranger ma chambre, que c'était moi qui lui avais demandé de l'aide. Il a même souri, ce faux sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle l'a cru, comme toujours, probablement parce que c'était plus facile que de poser des questions. Ce soir-là, pendant le dîner, Brandon a annoncé qu'ils avançaient la date du mariage. Au lieu de l'année prochaine, ce serait le mois suivant. Il a dit qu'il ne pouvait plus attendre pour officialiser notre famille. Maman a poussé un cri de joie, battant des mains comme une enfant. J'ai eu la nausée. Le poulet dans mon assiette avait soudain l'air gris et immangeable. Au cours des semaines suivantes, Brandon m'a surveillé sans relâche. Il a installé une caméra dans le couloir, pointée vers l'endroit où se trouvait autrefois ma porte, la petite lumière rouge clignotant comme un œil malveillant. Il a commencé à me conduire à l'école et à venir me chercher, fini le but avec mes amis. Il m'attendait sur le parking, moteur tournant, observant chaque personne qui me parlait. Il prenait mon téléphone chaque soir et le posait sur sa table de chevet, hors de ma portée. Mais je continuais à agir pendant la journée. J'imprimais des pages du journal à l'école et les cachais dans mon casier, scotchés derrière de vieux manuels. J'avais besoin d'aide, mais je ne savais pas à qui faire confiance. Mes professeurs ne voyaient rien. Mes amis ne comprendraient pas. Puis je me suis souvenu de mon oncle Henri. C'était le meilleur ami de papa depuis le lycée, du genre à venir aider sans qu'on le lui demande. Ils étaient inséparables jusqu'à l'arrestation de papa. Maman lui avait interdit de nous contacter ensuite, disant qu'il était une mauvaise influence, qu'il encourageait la prétendue violence de papa. Mais je savais que c'était un mensonge. Oncle Henri était un homme bon, qui sentait la sûre et avait toujours des bonbons au caramel dur dans sa poche. Il travaillait dans le bâtiment et avait 3 enfants, des jumeaux et une petite fille qui m'appelait sa grande cousine. J'ai trouvé son numéro dans un vieux carnet d'adresses que maman avait oublié dans le tiroir fourre-tout de la cuisine, enfoui sous des bons de réduction périmés et des piles usées. Je l'ai appelé depuis la cabine téléphonique devant l'école pendant le cours de sport, le combiné froid contre mon oreille. J'ai dit à la prof que je me sentais mal et que j'avais besoin d'air, en tenant mon ventre comme si j'avais mal.
Oncle Henri a décroché à la 3e sonnerie, sa voix rude devenant douce quand j'ai dit qui j'étais. J'ai parlé vite, les mots se bousculant, lui disant que j'avais besoin d'aide, que papa était innocent, que j'avais des preuves. Il m'a dit de ralentir, de respirer. Puis il m'a dit de le retrouver à la bibliothèque municipale après l'école le lendemain. Il m'a dit que s'il croisait maman, il dirait simplement qu'il m'avait vu marcher et qu'il m'avait proposé de me déposer. Sa voix était calme, rassurante. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression que tout allait peut-être s'arranger. Brandon était méfiant quand j'ai dit que je restais plus tard pour un projet de groupe. Il m'a cuisiné sur les noms des camarades et le sujet du projet. Il a demandé quel professeur avait donné ce devoir, mais ma professeure d'histoire l'a couvert quand il a appelé pour vérifier, probablement agacé qu'on la dérange pendant son heure de préparation. Je suis pratiquement partie en courant vers la bibliothèque, mon sac à dos rebondissant contre ma colonne vertébrale. Mon oncle Henri m'attendait sur le parking dans son vieux pick-up à la peinture rouge passée mais propre. Il avait l'air plus âgé que dans mes souvenirs, avec plus de cheveux gris dans sa barbe et des rides plus marquées autour des yeux. Je lui ai montré les photos des pages du journal sur mon téléphone, les faisant défiler rapidement. Son visage s'assombrissait à mesure qu'il lisait, ses jointures blanchissaient sur le volant. Il a dit qu'il avait toujours senti que quelque chose clochait dans l'arrestation de papa, que l'histoire n'avait jamais eu de sens, qu'il y avait trop d'incohérences, trop de coïncidences. Il m'a demandé si j'avais encore le journal en vrai. Je lui ai dit où je l'avais caché et il a hoché la tête avec approbation. Il a dit qu'il nous fallait plus que les soupçons de papa, qu'il fallait des preuves concrètes, des témoins, quelque chose de tangible. Il connaissait certaines personnes qui travaillaient au bar ce soir-là, peut-être qu'elles avaient vu quelque chose, se souvenaient de détails que la police n'avait même pas pris la peine de demander. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai retrouvé mon oncle Henri à la bibliothèque 3 fois de plus. Chaque rencontre ressemblait à un film d'espionnage, je regardais par-dessus mon épaule, changeais d'itinéraire. Il a retrouvé Edouard, qui faisait la sécurité ce soir-là. Edouard était un grand gaillard au regard doux, qui se souvenait de tout. Il se souvenait que Brandon était présent, ce qui était étrange, car Brandon avait affirmé à la police qu'il était resté à la maison toute la soirée à regarder la télévision. Edouard a dit avoir vu Brandon entrer dans les toilettes juste avant papa, peut-être 30 secondes avant. Mais il avait eu trop peur de parler après que papa ait été arrêté aussi rapidement, peur de s'impliquer, peur de Brandon, qui semblait avoir des relations partout. Mon oncle Henri a aussi retrouvé Caroline, la barmaid ce soir-là. Elle avait les cheveux roux et bouclés et une mémoire impressionnante pour les visages. Elle a dit que Brandon venait régulièrement au bar depuis plusieurs semaines avant l'incident, posant toujours des questions sur les horaires de papa, faisant semblant d'être amicale. Elle trouvait ça bizarre, mais ne s'était pas méfiée, les gens posent souvent des questions sur les habitués. Elle se souvenait que Brandon avait commandé un whisky sec ce soir-là et avait disparu un moment, juste avant qu'on ne découvre le corps. C'était elle qui avait appelé les secours, ses mains tremblaient tellement qu'elle avait eu du mal à composer le numéro. La percée est venue quand mon oncle Henri a parlé avec Brian, le gérant du bar. Brian était un homme plus âgé, qui dirigeait l'établissement depuis 20 ans. Il a mentionné qu'ils avaient mis à jour leur système de vidéosurveillance un mois avant l'incident. La police n'avait pris que les images des caméras principales, mais il y avait un système de secours qui enregistrait le couloir menant aux toilettes. Brian avait encore ses fichiers, sur un vieux disque dur dans son bureau. Il les avait oubliés, jusqu'à ce que mon oncle les lui demande, le disque prenant la poussière derrière de vieilles factures d'alcool. Nous nous sommes rendus chez Brian pour visionner les enregistrements. Son salon sentait le café et les cigarettes. Mon estomac était noué pendant qu'il branchait le disque à son ordinateur portable. L'horodatage montrait Brandon entrant dans les toilettes à 21h47, marchant calmement, comme s'il avait tout le temps du monde. Papa est entré à 21h52, probablement juste pour utiliser les toilettes après son service. Brandon est ressorti à 21h51, regardant sa montre et lissant sa chemise. Papa est ressorti à 21h53, couvert de sang, appelant à l'aide, le visage marqué par la panique et l'horreur. C'était limpide. Brandon avait eu 4 minutes seul dans ses toilettes, largement assez de temps pour appeler quelqu'un et organiser un coup monté. Mon oncle Henri a copié la vidéo sur plusieurs clés USB, ses gestes étaient calmes et précis. Il a dit qu'il fallait être prudent dans la manière dont nous allions utiliser ces preuves. Nous ne pouvions pas simplement aller voir la police, Brandon pouvait avoir des contacts là-bas, des amis à qui il avait rendu service.
Il fallait monter un dossier irréprochable. Il m'a dit d'agir normalement à la maison, de ne rien laisser paraître. C'était la chose la plus difficile que j'avais jamais eu à faire. Mais Brandon a dû sentir quelque chose. Peut-être que je jouais mal, peut-être qu'il était juste paranoïaque. Il est devenu plus agressif. Une nuit, il est venu dans ma chambre et s'est assis sur mon lit, le matelas s'enfonçant sous son poids. La caméra du couloir ne pouvait pas le voir sous cet angle. Il m'a dit qu'il savait que je complotais avec mon oncle Henri, que quelqu'un nous avait vus à la bibliothèque, probablement un de ses copains, car il semblait avoir des yeux partout. Il a dit que si je ne m'arrêtais pas, maman risquait d'avoir des problèmes. Il a dit que les accidents arrivaient tous les jours, d'un ton détaché, comme s'il parlait de la météo. Les gens tombent dans les escaliers, les freins des voitures lâchent, des fuites de gaz peuvent arriver. J'ai compris la menace. Elle s'est installée dans ma poitrine comme une pierre glacée. J'étais terrorisée, mais j'ai tenté de rester calme, de respirer normalement. J'ai raconté tout ça à mon oncle Henri à notre prochain rendez-vous, en murmurant même si nous étions seuls. Il a dit qu'il fallait accélérer. Il était en contact avec l'avocat de papa et lui avait montré ce que nous avions découvert. L'avocat était enthousiaste, mais prudent. Il a dit qu'il nous fallait aussi le journal original, que cela renforcerait le dossier, prouverait que les photos n'étaient pas falsifiées. Je lui ai dit que j'irais le récupérer, même si l'idée me donnait la nausée. Cette nuit-là, j'ai attendu jusqu'à 3 heures du matin, fixant les chiffres rouges de l'horloge qui changeait lentement. Je me suis glissée dans la salle de bain, pieds nus sur la moquette, silencieuse. J'ai récupéré le journal dans le réservoir des toilettes, le plastique le protégeait encore. Il était sec, intact, les mots de papa en sécurité. Je l'ai mis dans mon sac à dos pour l'école, dans la poche intérieure. Mais quand je suis sortie de la salle de bain, Brandon se tenait dans le couloir comme un fantôme. Il m'a demandé ce que je faisais debout à cette heure, ses yeux brillants dans l'obscurité. J'ai dit que je ne me sentais pas bien, tenant mon ventre. Il m'a fixé un long moment, puis m'a laissé passer. J'ai senti son regard dans mon dos jusqu'à ma chambre. Le lendemain matin, mon sac à dos avait disparu. Je l'ai retrouvé dans la cuisine, vidé, son contenu étalé sur la table. Brandon était assis là, avec le journal devant lui, feuilletant les pages avec un faux air intéressé. Maman lisait aussi, le visage pâle et troublé. Brandon lui avait dit que j'écrivais des histoires fantastiques sur lui, que j'étais perturbée, que j'avais besoin d'aide. Il pointait des passages spécifiques en disant « Regarde, elle essaie d'imiter l'écriture de ton mari, tu vois comme elle nous mentionne tous les deux, c'est clairement son délire maladif pour nous séparer. » La confusion de maman s'est transformée en colère à mesure que Brandon déroulait ses mensonges, en y mêlant juste assez de vérité pour les rendre crédibles. Maman l'a cru. Elle a dit qu'elle était déçue, que mentir sur Brandon de cette manière était malsain, qu'elle pensait que je gérais mieux l'absence de papa. J'ai essayé de lui dire que c'était le journal de papa, mais elle ne voulait rien entendre. Elle disait que je falsifiais évidemment l'écriture de papa pour piéger Brandon, parce que je refusais de l'accepter comme nouveau père. Elle a dit que j'avais besoin de thérapie, peut-être même d'un internat spécialisé pour adolescents à problème. Brandon a proposé que son cousin en dirigeait un, dans un autre état, très strict, très isolé. Parfait pour corriger les enfants à problème, ceux qui mentent et causent des ennuis. La façon dont il l'a dit m'a glacé jusqu'aux os. J'ai senti les murs se refermer, la pièce tournoyer légèrement. Ce jour-là à l'école, j'ai retrouvé le pick-up de mon oncle Henri sur le parking. À midi, je me suis glissée à l'intérieur et j'ai éclaté en sanglots en lui racontant tout ce qui s'était passé. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que nous avions encore les enregistrements vidéo. Mais en rentrant chez moi cet après-midi-là, mon téléphone avait disparu de mon sac à dos. Brandon l'avait pris. Il avait fouillé dans tout et avait trouvé mon compte cloud, devinant le mot de passe après seulement 3 tentatives. Il m'a forcé à regarder pendant qu'il supprimait toutes les photos du journal, son doigt frappant l'écran avec une satisfaction cruelle. Il a dit que les copies de mon oncle Henri ne serviraient à rien sans l'original pour les vérifier, que les photos pouvaient être falsifiées, qu'un bon avocat soutiendrait qu'elles étaient truquées sans le journal original pour comparaison. L'écriture manuscrite, selon lui, c'était trop facile à imiter. Les images de la vidéosurveillance du bar étaient différentes, car elles venaient d'un système officiel, avec des horodatages vérifiables. Mais les photos et l'écriture, trop simples à contrefaire. Ce soir-là,
maman m'a dit que je partirais en internat dès lundi. Cet établissement spécialisé m'aiderait à faire face à mes soi-disant délires à propos de Brandon. Elle avait déjà appelé l'école, il m'attendait. Elle m'a dit que c'était à plus de 1000 kilomètres, en montagne, sans téléphone autorisé, aucun contact avec l'extérieur pendant les 6 premiers mois pour éviter les influences négatives. J'ai compris que c'était le plan de Brandon, me faire taire définitivement, me faire disparaître sans avoir à m'éliminer. Le samedi matin, j'ai réussi à m'échapper pendant que maman faisait les courses et que Brandon prenait sa douche. J'entendais encore l'eau couler pendant que j'ouvrais doucement la porte d'entrée. J'ai couru jusqu'à chez Ashley et j'ai utilisé son téléphone pour appeler mon oncle Henry. Sa mère était au travail et Ashley m'a couverte, que Dieu la bénisse. Je lui ai tout raconté sur l'internat. Il m'a dit de préparer un sac et de le retrouver à la bibliothèque dans 1 heure. Mais en rentrant à la maison, Brandon m'attendait sur les marches du perron, ses cheveux encore humides. Il avait remarqué mon absence. Il m'a tiré à l'intérieur par les cheveux, mon cuir chevelu brûlait. Maman n'était pas encore rentrée. Il m'a projeté contre le mur avec assez de force pour faire tomber un cadre. Il a dit que j'avais tout gâché, qu'il avait trop travaillé pour laisser une gamine capricieuse détruire ses plans. Il a dit que papa méritait de pourrir en prison, qu'il préparait ce moment depuis des mois, bien avant cette nuit au bar. Il a dit que maman était facile à manipuler, désespérée d'attention depuis que papa avait commencé à cumuler 2 emplois pour rembourser le crédit immobilier. Je lui ai demandé pourquoi il avait appelé cet homme dans les toilettes. J'avais besoin de l'entendre le dire. Brandon a ri, un rire laid et creux. Il a dit que ce type était simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Brandon était entré pour y cacher un couteau ensanglanté, préparé pour porter les empreintes de papa, volées dans notre propre cuisine. Mais l'homme ivre l'avait vu le déposer près de l'évier et avait commencé à poser des questions, devenant trop curieux. Brandon avait dû le faire taire rapidement et salement, avec ce même couteau. Quand papa est arrivé quelques minutes plus tard pour porter secours, c'était parfait. Le sang était encore frais. Les empreintes de papa se sont retrouvées partout quand il a essayé d'aider la victime, d'arrêter l'hémorragie. Et dans le chaos, Brandon a gardé sur lui l'arme réelle du crime et a laissé une autre lame sur la scène, un couteau qu'il avait aussi préparé, mais qui ne pouvait pas être rattaché à lui. J'enregistrais tout avec le téléphone d'Ashley, caché dans ma poche. J'avais lancé l'enregistrement avant même de franchir la porte. Brandon ne s'en est pas rendu compte, trop occupé à se vanter de son intelligence, expliquant comment il avait porté des gants, étudié les horaires du bar pendant des semaines. Il disait qu'une fois papa hors de sa route, épouser maman relevait du bon sens. Elle avait une bonne assurance vie grâce à son poste à l'hôpital. Et moi, je rapporterais encore plus via la sécurité sociale si quelque chose lui arrivait. Peut-être un accident de voiture, une chute, ou juste un chagrin trop lourd qui la pousserait à prendre trop de comprimés. C'est à ce moment-là que maman est rentrée. Elle avait oublié son portefeuille et était revenue plus tôt. Elle avait tout entendu. Son visage est devenu aussi blanc qu'un drap. Elle a laissé tomber les sacs de course, des oranges roulant sur le sol. Brandon s'est retourné brusquement, réalisant son erreur. Il a essayé de se rattraper, disant que j'avais réveillé sa colère, qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit, qu'il voulait juste me faire peur pour me remettre dans le droit chemin. Mais maman en avait entendu assez. Le voile était enfin tombé. Brandon a avancé vers elle et elle a reculé, sa main cherchant quelque chose derrière elle. Elle lui a ordonné de partir. Il a dit qu'elle exagérait. Elle a saisi un couteau de cuisine sur le bloc et lui a dit de sortir, ou elle appellerait la police. Brandon a ricané, disant qu'elle n'oserait pas, qu'il y aurait trop de scandales, trop de honte, et ce que les voisins penseraient. Mais la main de maman ne tremblait pas alors qu'elle tenait la lame. Pour la première fois depuis des mois, j'ai revu la maman que j'avais connue autrefois, celle qui me protégeait de mes cauchemars et qui embrassait mes genoux écorchés. Brandon a compris qu'elle était sérieuse. Son visage a changé, son masque est tombé complètement. Il a attrapé ses clés et son portefeuille sur le comptoir. Mais avant de partir, il s'est tourné vers maman et lui a dit que ce n'était pas fini, qu'il en savait trop sur elle, sur les aventures qu'elle avait eues avant papa, au début de leur mariage, sur l'argent qu'elle avait volé dans les économies de papa pour couvrir ses dettes de shopping. Il a dit que si elle allait à la police, il ruinerait sa réputation. Puis il est parti, claquant la porte si fort que les vitres ont tremblé et que les cadres restants sont tombés des murs. Maman s'est effondrée au sol en pleurant, son corps secoué de sanglots.
Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai fait écouter l'enregistrement sur le téléphone d'Ashley. Elle a écouté la confession de Brandon, son visage se décomposant un peu plus à chaque mot. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle était désolée, qu'elle avait été stupide, qu'elle nous avait trahis, moi et papa. Je lui ai dit qu'il fallait appeler la police immédiatement. Mais elle avait peur des menaces de Brandon, peur de tout perdre. Alors j'ai appelé mon oncle Henry à la place. Il est arrivé en quelques minutes avec la vidéo du bar sur une clé USB. Nous avons assis maman à la table de la cuisine et nous lui avons tout montré, les pages du journal que j'avais sauvegardées, les captures d'écran des caméras de surveillance montrant les allées et venues de Brandon, les témoignages des témoins que mon oncle avait recueillis et fait authentifier par notaire. Maman a vomi en réalisant qu'elle avait dormi pendant des mois à côté du meurtrier de papa, qu'elle avait planifié un mariage avec lui. Elle a finalement accepté d'appeler la police. 2 inspecteurs sont venus prendre nos dépositions. Ils ont été professionnels mais bienveillants, offrant des mouchoirs à maman et me parlant avec douceur. Ils ont écouté plusieurs fois l'enregistrement de la confession de Brandon. Ils ont visionné la vidéo du bar sur notre ordinateur portable. Ils ont emporté le journal comme preuve, le manipulant avec des gants. L'un d'eux a dit qu'ils avaient déjà des doutes sur le dossier de papa, que les éléments médico-légaux n'avaient jamais vraiment concordé, mais que la pression pour clôturer l'affaire avait été énorme. La confession de Brandon remplissait toutes les zones d'ombre. Un mandat d'arrêt a été lancé contre Brandon le soir même, mais il avait disparu. Son appartement était vide, nettoyé à la hâte, sa voiture envolée. La police nous a dit de ne pas nous inquiéter, qu'ils le retrouveraient. Ils ont posté une patrouille devant chez nous, au cas où. Cette nuit-là, maman et moi n'avons pas dormi. Nous avons poussé le canapé contre la porte d'entrée et nous nous sommes assises dans le salon, toutes les lumières allumées, sursautant au moindre bruit. Le lendemain matin, mon oncle Henry a appelé. Il avait entendu par ses collègues du bâtiment que Brandon avait été repéré dans un motel, à 2 villes d'ici, essayant de payer en liquide pour une chambre. La police était déjà en route. Avant midi, ils l'avaient arrêté. Il avait tenté de fuir, mais n'était pas allé bien loin. Ils ont trouvé des preuves dans sa voiture le reliant à l'arme du crime initial. Il avait conservé le véritable couteau toutes ces années, comme un trophée macabre, caché dans un coffre verrouillé dans son coffre. Le couteau retrouvé sur la scène n'était qu'un leurre, mais le vrai portait encore des traces du sang de la victime dans les rainures du manche. Brandon a d'abord tout nié. Il a dit que j'avais fabriqué l'enregistrement avec de l'intelligence artificielle, que maman mentait pour me protéger parce qu'elle se sentait coupable vis-à-vis de papa. Mais les preuves étaient accablantes. Les images du bar le montraient entrant dans les toilettes. Ses empreintes étaient sur la véritable arme du crime, une fois les tests réalisés correctement. Les analyses médico-légales, qui ne collaient pas avec papa, prenaient soudain tout leur sens une fois appliquées à Brandon. Même l'angle des blessures correspondait à la taille de Brandon, pas à celle de papa. Confronté à tout cela, Brandon a fini par craquer. Il a avoué hautement en échange d'un accord de plaidé coupable. Il a admis avoir tout planifié, avoir piégé papa, manipulé maman. Il a même reconnu des choses que nous ne savions pas encore, d'autres crimes dans d'autres États, d'autres victimes, des innocents accusés à tort. Le détective a dit que Brandon était un prédateur en série qui échappait à la justice depuis des années, déménageant sans cesse, ciblant des femmes vulnérables avec des enfants. L'avocat de papa a déposé une demande d'appel en urgence, sur la base de ces nouvelles preuves. Le juge a tout examiné et a ordonné la libération immédiate de papa. Après 8 mois passés en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, papa rentrait à la maison. Maman et moi avons pris la route pour aller le chercher. Le trajet s'est déroulé dans le silence, à part la radio qui jouait doucement. Maman pleurait, tamponnant ses yeux avec des mouchoirs. Je ne savais pas quoi dire, la gorge nouée par l'émotion. Quand les grilles de la prison se sont ouvertes et que papa est sorti, il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs, plus mince, plus vieux. Ses cheveux étaient désormais plus gris que bruns. Mais ses yeux se sont illuminés en me voyant. J'ai couru vers lui et je l'ai serré plus fort que je n'avais jamais serré personne. Il sentait différent, comme le savon industriel et la tristesse, mais c'était toujours mon papa. Il m'a prise dans ses bras et a pleuré dans mes cheveux, disant qu'il m'avait tellement manqué, qu'il n'avait jamais cessé de croire que je découvrirais la vérité. Maman restait à l'écart, incertaine, se tordant les mains. Papa l'a regardé longuement, puis a dit qu'il parlerait plus tard, que pour l'instant, il voulait juste rentrer à la maison.
Le retour en voiture a été calme, sauf pour les quelques questions de papa. Comment allait l'école, est-ce que j'avais grandi, si mon restaurant préféré existait toujours. Des questions normales de papa, qui ne sonnaient pas du tout normales après tout ce que nous avions vécu. En arrivant à la maison, papa est resté un instant dans l'entrée, observant autour de lui comme s'il voulait tout graver dans sa mémoire. La maison semblait différente sans les affaires de Brandon partout. Maman avait jeté tout ce qu'il avait touché, laissant des espaces vides étranges sur les étagères et les murs. Papa a traversé chaque pièce lentement, effleurant les meubles, prenant dans ses mains des cadres photos que maman n'avait pas encore remplacés. Cette première nuit a été d'un malaise absolu. Papa a dormi sur le canapé, même si maman lui avait proposé leur ancienne chambre. Je l'ai entendu se déplacer à 3 heures du matin, incapable de dormir après des mois passés en cellule. Je l'ai trouvé dans la cuisine, en train de faire du café, les mains tremblantes. Je me suis assise à la table en silence, jusqu'à ce qu'il me demande enfin si j'allais bien, vraiment bien. Je lui ai tout raconté sur Brandon, sur tout ce qui s'était passé. Il a écouté sans m'interrompre, sa mâchoire se contractant à mesure que je parlais. Quand j'ai terminé, il m'a dit qu'il était désolé de ne pas avoir pu me protéger. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Les jours suivants ont été un tourbillon de rendez-vous avec des avocats et de paperasses. L'avocat de papa travaillait pour faire totalement effacer son casier judiciaire, pas seulement l'annuler. Il était question d'une indemnisation pour emprisonnement injustifié, mais papa disait qu'il se fichait de l'argent. Il voulait juste retrouver sa vie. Maman tentait sans cesse de lui parler, le suivait dans la maison, mais il n'était pas prêt. Il répondait à ses questions par des mots brefs et trouvait toujours une excuse pour quitter la pièce. La date du procès de Brandon a été fixée à dans 6 mois. Le procureur a dit qu'avec sa confession et toutes nos preuves, il écoperait probablement de la perpétuité sans possibilité de libération. Il l'avait relié à 3 autres meurtres dans différents États, tous selon le même schéma. Il accusait quelqu'un de proche de la victime, puis se présentait en sauveur auprès de la famille en deuil. Le détective a dit que nous avions eu de la chance, car les autres victimes de Brandon n'avaient pas survécu pour le dénoncer. Je suis retournée à l'école, mais tout paraissait différent. Les élèves chuchotaient quand je passais. Tout le monde savait désormais pour Brandon et pour papa. Ashley est restée à mes côtés, ainsi que quelques vrais amis, ceux qui comptaient vraiment. Mes professeurs étaient particulièrement gentils, ce qui rendait les choses presque pires. Je ne voulais pas de pitié, je voulais juste retrouver la normalité. Mais la normalité était partie, sans doute pour toujours. Papa a commencé à travailler dans le bâtiment avec mon oncle Henri. Le travail manuel, disait-il, l'aidait à remettre de l'ordre dans sa tête. Il rentrait à la maison épuisé, couvert de poussière, mais plus serein. Il voyait aussi un thérapeute, un spécialiste des traumatismes liés aux condamnations injustifiées. Papa ne parlait pas de ses séances, mais je voyais que cela l'aidait. Il ne sursautait plus quand une porte claquait, ne vérifiait plus les serrures de façon compulsive. Maman a déménagé 2 semaines plus tard. Elle a loué un petit appartement de l'autre côté de la ville, disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. J'ai été soulagée, honnêtement. La tension entre elle et papa dans la même pièce était insupportable. Elle l'avait trahi de la pire des façons, même si Brandon l'avait manipulée. Certaines choses ne se pardonnent pas. Elle m'a demandé si je voulais passer du temps chez elle parfois, mais j'ai dit non, que j'avais besoin d'être avec papa. Les papiers du divorce sont arrivés 1 mois plus tard. Papa les a signés sans les lire. Il voulait juste tourner la page. Maman lui a tout laissé. La maison, la voiture, la garde complète de moi, maman avait tout laissé. Sa culpabilité la rongeait. Elle avait commencé à voir une thérapeute, essayant de comprendre comment elle avait pu être aussi aveugle. Parfois, je me sentais mal pour elle. Mais ensuite, je me rappelais qu'elle avait choisi Brandon plutôt que papa, qu'elle ne m'avait pas cru, et toute empathie s'évaporait. Mon oncle Henri était devenu un habitué de la maison. Il venait avec ses enfants les week-ends, et nous faisions des barbecues comme avant. Ses jumeaux, Elia et John, n'avaient que 8 ans, mais ils idolâtraient papa. Il se fichait de son passé, tant qu'il pouvait lancer un ballon et raconter des histoires drôles. Sa fille Déborah avait mon âge, et nous sommes devenus proches très vite. Elle comprenait ce que cela faisait de voir sa famille basculer. Sa mère était partie quand elle avait 10 ans. 3 mois après la sortie de papa, j'ai dû témoigner lors d'une audience préliminaire.
Le procureur disait que mon témoignage aiderait à empêcher Brandon de plaider la folie ou la coercition. Je portais ma plus belle robe, la bleue que papa m'avait offerte pour mon anniversaire il y a 2 ans. Mes mains tremblaient pendant que je jurais de dire la vérité. Brandon était assis à la table de la défense, en combinaison orange, plus petit que dans mes souvenirs. Il a essayé de croiser mon regard, mais je fixais droit devant moi. J'ai tout raconté, les menaces, les attouchements, la nuit à l'hôtel. Le juge a dû suspendre l'audience quand j'ai parlé de la découverte du journal de papa, car je pleurais trop pour continuer. Papa n'était pas autorisé dans la salle d'audience, au cas où il serait appelé à témoigner plus tard, mais mon oncle Henri était là. Il m'a fait un signe du pouce depuis les bancs du public, me rappelant que j'étais courageuse, que je pouvais le faire. L'avocat de Brandon a essayé de me faire passer pour une enfant confuse, me demandant si j'avais peut-être mal interprété les intentions de Brandon. Je suis restée calme et j'ai répété les faits exactement comme ils s'étaient produits. Le procureur a montré l'enregistrement fait avec le téléphone d'Ashley, et le visage de Brandon est devenu livide. Son avocat a demandé un accord de plaidoyer cet après-midi-là, 25 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle au lieu de la perpétuité réelle. Le procureur a refusé catégoriquement. Après l'audience, les journalistes ont tenté de nous parler à la sortie du tribunal. Papa m'a protégé de son corps pendant que nous nous frayions un chemin jusqu'au pick-up de l'oncle Henri. Il criait des questions sur le pardon, sur l'avenir, sur ce que ça faisait de voir Brandon enchaîné. Nous n'avons rien répondu. Rien ne pouvait leur faire comprendre que ce n'était pas du spectacle. C'était notre vie. Maman a commencé à m'envoyer des lettres, de longues excuses décousues où elle disait qu'elle avait échoué en tant que mère, qu'elle aurait dû voir les signes. J'en ai lu quelques-unes, puis j'ai commencé à les jeter sans les ouvrir. Papa m'a dit que je devrais envisager de lui pardonner un jour, pour ma propre paix intérieure, pas pour la sienne. Mais je n'étais pas prête. Peut-être que je ne le serai jamais. Elle avait choisi un monstre plutôt que sa propre famille. Certaines choses ne se pardonnent pas. Le procès officiel de Brandon a été brutal. Ils ont fait venir ces autres victimes, des familles entières montrant les mêmes schémas de comportement. Une femme venue d'Arizona a témoigné qu'il l'avait fréquentée après que son mari soit mort dans un accident suspect. Elle avait ressenti de mauvaises vibrations et avait rompu. Elle s'était probablement sauvée elle-même. Une autre famille, du Nevada, a parlé de leur fils emprisonné pour un meurtre qui ressemblait exactement au cas de papa. Le procureur a dit que ce dossier allait être rouvert aussi. Papa a témoigné au 3e jour. Il portait son seul costume, celui de son mariage, qu'il avait gardé pour une raison inconnue. Il a parlé de la découverte du corps, de sa tentative de porter secours, de la confusion lors de son arrestation. Il a parlé de la prison, d'avoir manqué mon anniversaire, des lettres qu'il avait écrites sans que je puisse jamais les lire. Sa voix s'est brisée lorsqu'il a évoqué le jour de ma naissance, le serment qu'il avait fait de toujours me protéger, et ce sentiment de m'avoir laissé tomber. Brandon a témoigné au 5e jour, contre l'avis de son avocat. Il a tenté de se faire passer pour une victime des circonstances, disant que l'homme dans les toilettes l'avait attaqué en premier. Mais sous la pression du contre-interrogatoire, son histoire s'est effondrée. Il s'est contredit, est devenu agressif, a montré son vrai visage au jury. Quand le procureur l'a interrogé sur ses projets pour moi et maman, il a refusé de répondre. Même son avocat avait l'air vaincu. Le jury a délibéré pendant 2 heures. Verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation. Meurtre, complot, fraude, tentative d'agression sur mineur, et la liste continuait. Le juge l'a condamné à la perpétuité réelle, avec des peines consécutives pour chaque crime. Brandon n'a pas réagi. Il fixait la table pendant qu'on l'emmenait. Il m'a regardé une dernière fois. Je l'ai fixé moi aussi, voulant qu'il voie qu'il ne m'avait pas brisé. J'avais gagné. Papa et moi sommes allés dans son restaurant préféré après cela, le petit restaurant mexicain qui avait encore sa photo sur le mur, quand il était un habitué. Le propriétaire l'a pris dans ses bras et nous a dit que le repas était offert. Nous avons mangé en silence, épuisés mais soulagés. C'était fini. Pour de bon. Brandon allait mourir en prison. Et nous pouvions enfin commencer à reconstruire. Maman a essayé de venir à la maison la semaine suivante. Papa ne l'a pas laissé entrer. Il lui a parlé à travers la porte moustiquaire. Elle voulait encore s'excuser, essayer une thérapie familiale.
Papa a dit non. Ce navire avait déjà quitté le port. Elle devait passer à autre chose. Et nous aussi. Elle a pleuré, a supplié. Mais papa est resté ferme. Je regardais la scène depuis les escaliers. Je ne ressentais plus rien. Elle avait fait son choix, et maintenant, elle devait vivre avec. J'ai commencé moi aussi une thérapie, avec une femme nommée Dr Cheryl, spécialisée dans les traumatismes. Elle m'a aidé à tout digérer, m'a appris que ce n'était pas ma faute, que j'avais été incroyablement courageuse. Certains jours, je la croyais. D'autres non. Mais peu à peu, les cauchemars ont cessé. J'ai arrêté de vérifier les verrous de manière compulsive, j'ai arrêté de sursauter quand des hommes marchaient derrière moi. Le progrès est venu par petites étapes. Papa et moi avons développé de nouvelles habitudes. Petit déjeuner au dîner le dimanche. Soirée cinéma le mercredi. Aider l'oncle Henri sur ses chantiers le samedi. Nous parlions plus que jamais auparavant, de tout, l'école, les amis, l'avenir. Il m'aidait pour mes devoirs, même si les maths n'étaient pas son fort. Il venait à tous mes événements scolaires, criant trop fort pendant mes performances médiocres à la clarinette. Nous apprenions à redevenir une famille. Juste lui et moi. 6 mois après le procès, papa a rencontré quelqu'un. Caroline, la serveuse du bar qui avait témoigné, a commencé à venir nous voir, d'abord comme amie, puis plus. Elle faisait rire papa, de vrai rire, pas se forcer qu'il avait l'habitude de faire. Je l'aimais bien. Elle n'essayait pas d'être ma mère, elle me traitait juste comme une personne. Elle apportait à manger et on regardait de mauvais films, en riant des incohérences du scénario. Papa souriait plus quand elle était là. Maman a fini par cesser d'essayer de nous contacter. J'ai appris par la mère d'Ashley qu'elle avait déménagé dans un autre état, recommençant sa vie là où personne ne connaissait son histoire. Une partie de moi espérait qu'elle trouverait la paix. Une autre n'en avait rien à faire. Elle s'était laissée berner si facilement, avait remplacé papa si vite. Peut-être que Brandon avait perçu cette faiblesse en elle dès le début. Peut-être que c'est pour cela qu'il avait choisi notre famille à détruire. 1 an après tous les événements, papa a reçu un dédommagement de l'État pour son emprisonnement injustifié. Ce n'était pas des millions, mais assez pour rembourser la maison et mettre de côté pour mes études. Il a acheté un nouveau pick-up, a pris des vacances à la montagne, a enfin commencé à revivre. Il a continué à travailler dans le bâtiment. Il disait qu'il aimait l'honnêteté de ce métier, soit on construisait bien, soit on échouait. Il n'y avait pas de place pour le mensonge ou la manipulation. J'ai eu 15 ans ce printemps-là. Papa m'a organisé une grande fête, sûrement pour compenser les anniversaires qu'il avait manqués. La famille de l'oncle Henri est venue. Caroline était là. Même quelques camarades de classe ont fait le déplacement. On avait un château gonflable, ce qui était absurde pour des ados, mais personne ne s'en est plaint. Papa a fait griller des hamburgers et raconter des anecdotes embarrassantes de mon enfance. Pendant quelques heures, nous étions une famille normale, avec une fête normale. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, papa et moi avons rangé le jardin en silence, un silence confortable. Il m'a remercié de lui avoir fait confiance, de ne jamais avoir abandonné. Je lui ai dit que j'avais toujours su qu'il était innocent, qu'il ne pourrait jamais faire de mal à qui que ce soit. Il m'a serré fort et m'a dit que je lui avais sauvé la vie. Nous avons pleuré un peu, mais c'était des larmes de guérison. La vie a continué. J'ai été inscrite sur le tableau d'honneur. J'ai commencé à sortir avec un garçon sympa, Rory, de ma classe de chimie. Papa a menacé de nettoyer son fusil quand Rory est venu à la maison, mais c'était pour plaisanter. Caroline a emménagé 1 an après, avec son chat, Mr. Whisker, qui a immédiatement pris possession du fauteuil de papa. Nous sommes devenus une drôle de petite famille, née d'un traumatisme partagé mais soudée par le choix et l'amour. Brandon est mort en prison 2 ans plus tard, d'une crise cardiaque. La lettre disait qu'il avait 43 ans. Je n'ai rien ressenti en la lisant. J'ai simplement refermé la lettre et repris mes devoirs. Papa m'a demandé si ça allait. J'ai répondu que oui. Et c'était vrai. Brandon était mort pour moi depuis le jour où on l'avait condamné. Sa mort réelle n'était qu'un papier administratif. Rien de plus. Maman m'a envoyé une carte pour mes 18 ans. Juste signée, avec amour, maman, sans adresse de retour. Je l'ai gardée, allez savoir pourquoi,
rangé dans un tiroir de mon bureau avec d'autres choses que je n'arrive pas tout à fait à jeter. Papa dit que peut-être, un jour, je voudrais la retrouver, faire la paix. Peut-être qu'il a raison. Ou peut-être que certains ponts sont faits pour rester brûlés. Le temps le dira. J'ai été acceptée à l'université avec une bourse complète. Je voulais étudier le droit pénal, peut-être devenir avocate, aider d'autres familles déchirées par le mensonge. Papa a pleuré à ma remise de diplôme, m'embarrassant devant tout le monde. Caroline a pris 1 million de photos, tandis que la famille de l'oncle Henri criait depuis les gradins. Ma famille choisie. Celle qui est restée debout à mes côtés quand tout s'est effondré. La veille de mon départ pour la fac, papa et moi étions assis sur la balançoire du Porsche, regardant les lucioles. Il m'a dit qu'il était fier de moi, que j'étais devenue une jeune femme formidable malgré tout ce que nous avions traversé. Je lui ai dit que je l'aimais, qu'il était le meilleur père que quelqu'un puisse rêver d'avoir. Nous sommes restés là, en silence, sans besoin de mots en plus. Nous avions survécu à l'impensable, et nous en étions sortis plus forts. C'était suffisant. Quand je repense à tout ça, il m'arrive de me demander ce qui se serait passé si je n'avais pas trouvé le journal de papa ce soir-là, si Brandon avait réussi à m'éloigner, si maman l'avait épousé, si papa était mort en prison, croyant que personne ne se souciait de lui. Mais je l'ai trouvé. Je me suis battue. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut faire, se battre pour la vérité et espérer que quelqu'un écoute. Et dans notre cas, quelqu'un a fini par écouter.